Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle grande conférence des prix d'excellence de l'Université du Québec, une conférence qui va se dérouler sous la forme d'une interview qui va durer une quarantaine de minutes, qui va être suivie d'une période de questions, des questions que vous pourrez poser à notre invité en utilisant la fonction questions-réponses de la plateforme sur laquelle nous sommes, c'est la plateforme Zoom. Alors, je m'appelle Yannick Villedieu, je suis journaliste, j'ai notamment animé le magazine d'actualité et de culture scientifique de la radio de Radio-Canada, Les Années-Lumière, pendant un certain nombre d'années. Et pour cette conférence qui va prendre la forme d'une interview, je reçois le lauréat 2021 du prix Réalisation en recherche et création de l'Université du Québec, le paléontologue Richard Cloutier. Bonjour, Monsieur Cloutier. Bonjour. Professeur au département de biologie, chimie et géographie de l'Université du Québec à Rimouski. Alors, avant de commencer cette interview quand même, je propose de regarder et d'écouter une courte vidéo dans laquelle, Monsieur Cloutier, vous vous présentez vous-même. On écoute cette vidéo. Bien, mes recherches portent entre autres sur la découverte de l'évolution à travers les temps géologiques, donc depuis des millions d'années. Et je m'intéresse tout particulièrement à une période de l'évolution qui a environ 385 millions d'années. Et c'est la transition entre les poissons et les premiers animaux à avoir marché sur la terre ferme. Le prix d'excellence, ça rapporte un travail de recherche qui dure déjà depuis quelques années. La découverte d'un fossile, d'un poisson ou d'un animal fossile qui date de 380 millions d'années, qui a été retrouvé au Parc national de Miguasha. C'est un animal qui fait tout près de 1,60 m, donc c'est déjà une taille assez impressionnante pour un fossile de 380 millions d'années. Et ce qu'il a de particulier, ce fossile, c'est que il nous a aidé à documenter pour la première fois comment s'est fait la transition vraiment entre les poissons qui avaient des nageoires et les premiers animaux à pouvoir marcher sur la terre ferme qui avaient des pattes. Je suis quand même chanceux d'avoir pu mettre d'éclaircir une partie de notre évolution, parce que si c'est un premier tétrapode, bien, en quelque sorte, c'est notre arrière-grand-père ou grand-mère, mais c'est dans notre transition. Je pense que le prix, en quelque sorte, valorise la discipline aussi, puis ça valorise le travail de notre équipe. J'ai dirigé une équipe, mais c'est un travail de collaboration, un travail de collaboration internationale, et pour moi, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir dans ce prix-là. Dans cette vidéo, Richard Cloutier, vous parlez donc de ce fossile, d'un fossile exceptionnel de 380 millions d'années. On va y venir dans quelques instants, mais je voudrais commencer par parler du prix lui-même, un prix de l'Université du Québec, un prix du réseau de l'Université du Québec. C'est important pour vous, ce prix-là? Oui, c'est très important parce que c'est une reconnaissance, d'une part, une reconnaissance d'un travail de recherche qui a duré tout près d'une dizaine d'années avec une collaboration internationale, une collaboration autant avec des jeunes chercheurs et chercheurs du Québec ainsi que des chercheurs australiens. Donc, déjà de se faire cette collaboration-là internationale, c'est une belle reconnaissance de ce travail d'équipe-là. Et en même temps aussi, il faut dire, oui, je l'accepte pour mon travail par rapport à ce projet-là sur une période qui est super importante dans l'évolution, mais aussi, il faut réaliser que la paléontologie, ce n'est pas nécessairement une discipline qui est des plus répandues au Québec. Et donc, de recevoir ce prix-là en étant paléontologue, c'est d'autant plus une belle reconnaissance. Oui, effectivement. Et puis, c'est un prix d'équipe, évidemment, parce qu'on ne travaille jamais tout seul en sciences. Hein. Et effectivement, une discipline, la paléontologie, qui est une discipline, bon, il n'y a pas beaucoup de paléontologues au Québec, au Canada même, mais c'est une science fascinante. En un mot, pourquoi c'est si fascinant, d'après vous, la paléontologie?
La paléontologie, c'est un petit peu la science de découvrir notre histoire et découvrir l'histoire de la biodiversité actuelle. C'est un peu en même temps, pour moi, c'est une passion, la paléontologie, de pouvoir découvrir comment les organismes ont évolué sur des millions d'années, comment s'est fait toutes ces transformations au fil des millénaires et des millions d'années, et de comprendre comment ça s'est effectué aussi. Donc, ce n'est pas simplement d'observer les changements, mais de comprendre pourquoi on a eu ces changements-là, comment ça s'est effectué. Et la paléontologie, bon, je pourrais dire il y a peut-être une centaine d'années, c'était beaucoup plus une science descriptive, presque un art. Et maintenant, c'est devenu vraiment une discipline Oui. qui est beaucoup plus scientifique en utilisant des techniques qui sont maintenant à la fine pointe de la technologie. Exactement. Alors, c'est ça la paléontologie. On va en parler dans quelques minutes avec votre merveilleux fossile. Euh, c'est pour vous, Richard Cloutier, ça remonte à quand cette passion-là? Tout enfant, j'imagine? Ah, tout jeune. J'ai reçu un premier fossile, j'avais à peine 6 ans. C'était un grand-oncle qui était un moine, ce qui est quand même particulier. Et il m'avait donné un premier fossile, un fossile de corail. Et un fossile de corail qui datait lui-même d'à peu près 380 millions d'années, qui venait de, de l'ouest de l'État de New York, près d'un petit village qui s'appelle Pifar. Et, et ça l'a allumé en moi une curiosité qui n'a cessé d'augmenter. Puis cette curiosité-là a été par la suite animée puis entretenue, entre autres par mon père et ma mère qui ont facilité que je puisse avoir des roches à la maison et beaucoup de roches et beaucoup de fossiles. Donc, Et, c'était et j'imagine que comme tous les enfants ou découvrent la paléontologie, vous avez découvert les dinosaures, comme tous les enfants. comme tous les enfants, j'ai découvert les dinosaures, mais les dinosaures, à l'époque, j'étais tout jeune, mais les dinosaures me faisaient peur. Donc, ce qui m'a attiré vraiment vers la paléontologie, c'était les coquillages, des brachiopodes, des coraux, des organismes qui sont beaucoup plus doux que les dinosaures. Mais par la suite, éventuellement, c'est évident que j'ai eu quand même un intérêt pour les dinosaures. Bien sûr, mais un paléontologue qui n'a pas aimé les dinosaures, c'est vraiment assez spécial. Et vous avez commencé, d'ailleurs, vous m'aviez dit l'autre jour que vous aviez commencé à faire des fouilles dans des carrières à Montréal quand vous étiez tout petit, hein? Tout petit, oui, parce que on sait une bonne partie des édifices à Montréal sont construits avec des repos sur des blocs calcaires. Et à l'époque, dans les années 60, il y avait aussi encore des carrières qui étaient actives à Montréal et aussi à Laval. Et j'allais tout jeune aller chercher, non pas nécessairement avec un marteau pour détruire les pierres dans les édifices, mais ramasser les fossiles qui pouvaient se dégager en 3 dimensions dans ces pierres-là qui étaient altérées, qui étaient érodées. Donc, je ramenais à la maison des petits coquillages vieux de 425 millions d'années. Puis là, j'avais mes livres déjà tout jeunes pour pouvoir identifier ces fossiles d'invertébrés-là. Donc, c'était vraiment la passion déjà très jeune. Et finalement, cette passion-là s'est révélée à être la source de, de ma carrière, de mes intérêts de recherche. Alors, en parlant de recherche, donc des études primaires, secondaires, collégiales, université, puis vous allez vous retrouver en France, c'est ça, pendant un certain temps, au CNRS, Centre national de la recherche scientifique, c'est bien ça? Oui, j'étais au CNRS parce qu'après bon, avoir commencé mes études, j'ai fait mon baccalauréat en géologie et biologie à l'Université du Québec à Montréal, donc dans une partie de ce grand réseau des universités. Ensuite, une maîtrise en biostatistique à l'Université de Montréal pour Oui. ensuite vraiment me spécialiser en paléontologie à l'Université du Kansas. Et suite à mon PhD, j'ai eu des postdocs à Londres, entre autres au Natural History Museum. Et finalement, pour un premier emploi, j'étais au Centre national de la recherche scientifique à Lille.
et je collaborais de façon très constante avec les chercheurs de Paris ou du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et donc, mon début de carrière s'est effectué en France, dans un laboratoire de paléontologie. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, je travaillais sur Miguacha, même en étant paléontologue en France. Alors, donc, Miguacha, on va en parler tout à l'heure, de ce site extraordinaire qui est situé en Gaspésie, patrimoine trésor mondial reconnu en tout cas. Mais vous allez vous retrouver, donc vous êtes en France, comment vous revenez au Québec, à Miguacha notamment, et comment et pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Bien, quand j'étais engagé par le Centre national de la recherche scientifique, ma programmation de recherche consistait à comprendre le climat, l'environnement qui était associé avec l'origine des tétrapodes, cette fameuse transition entre les poissons et les premiers animaux à avoir marché sur la terre ferme. Transition qui a à peu près 375-380 millions d'années. Et parmi les sites à travers le monde, celui qui documente le mieux cette transition-là, c'est à Miguacha. Et donc, j'ai commencé mes travaux en échantillonnant couche par couche, de strate par strate, sur une centaine de mètres de puissance de la formation d'Esquimalt, de cette formation géologique dans laquelle on retrouve les fossiles de Miguacha. C'est comme ça que je me suis intéressé à comprendre encore plus la transition entre les poissons et les premiers tétrapodes. Toujours à l'époque aussi en essayant de trouver ce fameux chaînon manquant, en quelque sorte. On va y venir tout à l'heure, mais de Miguacha à Rimouski, bon, il n'y a qu'un pas, j'allais dire, c'est quand même pas à côté, mais on est proche de Rimouski. Comment vous retrouvez à l'Université du Québec à Rimouski et en quelle année? Ça fait déjà 20 ans que je suis à un peu plus de 20 ans que je suis à l'Université du Québec à Rimouski. Quand je travaillais à Miguacha, c'est là que j'ai rencontré mon épouse qui était à Campbellton, donc tout près de Miguacha. Et c'est aussi à cet endroit-là que j'ai eu mon fils, Olivier. Et donc, j'avais un emploi en France, mais en même temps aussi ma famille qui était au Québec. Et je cherchais pour un emploi. Et j'ai commencé à travailler à l'Université du Québec à Rimouski, en premier en tant que chargé de cours. Donc, mes 2 premières années, j'ai enseigné tout près d'une dizaine de cours différents, de l'écologie générale, aux biostatistiques, à l'évolution, la diversité des chordés, des vertébrés. Donc, plusieurs cours et finalement, un poste s'est ouvert, un poste en ichthyologie, donc sur l'étude des poissons. Et ce poste-là, mais quand j'ai postulé, j'ai eu l'emploi. Et finalement, ma recherche au tout début n'était pas nécessairement centrée en paléontologie, même si une bonne partie de ma formation était en paléontologie, mais j'ai aussi une formation pour travailler sur les poissons actuels. Et au fil des années, mes axes de recherche sont retournés à mes anciens amours. C'est ça. Et donc, vous avez reçu le prix de l'UQ, réalisation en recherche et création, grâce à un fossile peu commun dont on va beaucoup parler dans les minutes qui viennent, qui répond au charmant nom d'Elpistostège watsoni. Je vous donne 10 secondes pour me dire d'où vient ce nom-là. Elpi espoir, stage pour le poisson de l'espoir, parce que celui qui l'a découvert pensait avoir trouvé un tétrapode. Et Watsoni, c'est en l'honneur d'un paléontologue britannique, le professeur Watson. Superbe. Alors, cher public qui nous suivez en ligne, vous assistez à la grande conférence des lauréats des prix d'excellence de l'Université du Québec pour laquelle je reçois Richard Cloutier, paléontologue, professeur au département de biologie, chimie et géographie de l'Université du Québec à Rimouski. Je rappelle que vous pourrez lui poser vos questions en utilisant la fonction questions-réponses en bas de votre écran Zoom et notre lauréat se fera un plaisir de répondre à cette question-là après l'interview. Richard Cloutier, avant d'aller plus loin, il faut quand même présenter le site de Miguacha, ce qu'il est, date de quand, son importance, le fait qu'il soit patrimoine mondial de l'UNESCO reconnu en 1999. Amenez-nous à Miguacha.
Miguacha c'est un petit village le long de l'estuaire de la Restigouche, donc en Gaspésie. C'est tout près de Carleton. Au fond de la Pardon? chaleur, oui, c'est ça. Au fond de la baie des Chaleurs, tout à fait. Et à Miguacha, il y a une falaise qui borde cet estuaire. Une falaise qui fait à peu près 2 à 3 kilomètres de long, et une falaise qui, en hauteur, ça peut varier de quelques mètres, à peu près une vingtaine, 25 mètres de hauteur. Et c'est dans cette falaise-là que, depuis 1842, que l'on trouve des fossiles tout à fait particuliers, des fossiles qui datent de 375 millions d'années, des fossiles principalement de poissons d'une période géologique qu'on appelle le Dévonien. Le Dévonien, c'est une période géologique qui se situe entre 358 et 419 millions d'années, et c'est aussi connu comme étant l'âge des poissons. Pourquoi? Puisque dans cette période-là de l'évolution, c'était les organismes qui étaient apparus qui se sont diversifiés durant le Dévonien, et on a les tout débuts des premiers tétrapodes. Donc, à l'époque, en termes d'animaux avec une colonne vertébrale, on n'a pas d'oiseaux, les oiseaux n'existent pas, les mammifères n'existent pas, les reptiles n'existent pas, les amphibiens n'existent pas. Donc, on a une très grande diversité de poissons, des groupes qui n'existent plus aujourd'hui, et de tous ces groupes-là, à Miguacha, on a une excellente représentativité de cette diversité. On retrouve 20 espèces différentes de poissons fossiles et dans un état de conservation qui est exceptionnel. Très souvent, dans des sites aussi vieux que ça, on va retrouver des poissons, mais des fragments de poissons. Mais à Miguacha, qui est maintenant conservé dans les limites du parc national de Miguacha, on retrouve des spécimens complets, des spécimens complets de poissons adultes, mais aussi de larves. On a retrouvé des larves qui font à peine quelques millimètres de longueur. Les os sont conservés, mais aussi certaines parties molles. Normalement, la fossilisation va simplement conserver les parties dures, donc les os, les dents, occasionnellement des cartilages, mais là, à Miguacha, tout est conservé de façon exceptionnelle. Donc un site tout à fait remarquable, unique, et je le dis à tout le monde, hein, allez à Miguacha, il y a un centre d'interprétation qui est tout à fait extraordinaire, et on est dans un site superbe, et dans ce site-là, connu depuis le milieu du 19e siècle, vous l'avez dit, hein, il y avait une vedette qui s'appelle toujours le prince de Miguacha. Son vrai nom, c'est Eusthénoptéron fordi. On va en parler un petit peu quand même s'il a été détrôné, parce que ce presque tétrapode est quelque chose quand même d'extraordinaire. Eusthénoptéron fordi, vous en parlez? Oui, Eusthénoptéron fordi, c'est un poisson, un des 20 poissons qui a été retrouvé à Miguacha, à l'origine découvert en 1880. Et durant les années 40, 50, 60, 70, il y a un chercheur suédois, Erik Järvik, qui a vraiment consacré une bonne partie des travaux de recherche de sa carrière à l'étude de ce fameux poisson-là. Et qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce poisson-là? C'est que dans les nageoires, on retrouvait des éléments, des os, qui sont semblables aux os que l'on retrouve chez les tétrapodes. Et tétrapodes, nous incluons aussi. Donc, les chercheurs du passé avaient reconnu qu'il y avait un os dans le bras, donc l'humérus, les radius et ulna, mais le tout avec des nageoires, avec des rayons dans les nageoires. On avait aussi remarqué que ce poisson-là pouvait respirer de l'air comme un tétrapode, puisqu'il avait des narines internes, une colonne vertébrale qui était rigide, donc des caractères qui étaient précurseurs aux tétrapodes, mais cet organisme-là, tout en étant aquatique. Donc, c'était vraiment un poisson, mais de toute la diversité des poissons qui étaient connus à l'époque, c'était le poisson qui se rapprochait le plus des premiers tétrapodes ou des premiers animaux à avoir marché sur la terre ferme. Et c'est pour la raison pour laquelle on l'appelait le prince de Miguacha. On a trouvé des milliers de morceaux ou de spécimens entiers, dont celui étudié par ce chercheur suédois Erik Järvik, qui l'a étudié pendant 50 ans sans être venu à Miguacha. C'est quand même extraordinaire. C'était un grand personnage, Järvik, en un mot.
Oui, Yarrick a été incroyable. Il a créé en quelque sorte l'école de paléoictiologie en Suède, entre autres à partir des fossiles de Miguasha. Et en 1991, Éric Hervé est venu pour la première fois lors d'un congrès à Miguasha pour poser les pieds sur les sédiments où on pouvait retrouver les fameux fossiles qu'il avait étudiés. Mais il avait passé 50 ans sur ce spécimen entier de Cénopteron fordi. Mais bon, le prince a été détrôné, et on y vient, par le roi de Miguasha, Elpistostège Watsoni, bon, qu'on va appeler Elpi puisque c'est devenu un de nos amis pratiquement, découvert en 2010. Alors, découvert dans quelles circonstances, dans quel état? Une petite présentation d'Elpi. Elpistostège, dans un premier temps, il y avait quelques petits fragments d'Elpistostège qui étaient connus. En 1937, un autre chercheur britannique, Westall, va acheter un spécimen à Miguasha qui va publier dans la revue Nature en 1938 et il va suggérer à partir d'une petite partie du crâne, à l'arrière du crâne, il n'était pas certain, c'est pour ça qu'il a appelé Elpistostège le poisson de l'espoir, parce qu'il espérait avoir un tétrapode, mais il n'était pas sûr. Donc, il pensait avoir trouvé un proto-tétrapode. Par la suite, un bout de museau a été retrouvé, une plaque d'écaille. On savait toujours que c'était un organisme qui était proche des tétrapodes, mais on ne connaissait pas vraiment toute son anatomie. Et en 2010, le 4 août 2010, eh bien, oui, c'est une grande date pour nous. Il y a un des patrouilleurs du Parc national de Miguasha, Benoît Quentin, qui va retrouver un fragment. Et là, dans les jours qui suivent, associés avec deux fouilleurs et Olivier Maton, ils vont extraire des strates de Miguasha, un spécimen complet. Spécimen complet qui est énorme pour un poisson fossile. Il fait 1,56 m, ce qui est déjà en soi exceptionnel. Et dès une fois que les premiers, parce qu'il y a plusieurs fragments tout près d'une vingtaine de fragments, parce qu'il n'est pas juste dans un seul morceau. Et là, l'équipe au Parc national de Miguasha commence à préparer lentement pour essayer de mieux voir une caractéristique on savait qu'il y avait un poisson ou un fossile à l'intérieur et on a creusé. Et là, on a pu voir un peu des écailles. Et c'est là, à ce moment-là, que Olivier Maton m'a envoyé une photo, m'a appelé et dit « Il y a quelque chose de particulier ici. Qu'est-ce que tu penses que c'est? » Et là, c'était vraiment le plaisir, le bonheur total, puisqu'on avait une première indication comme quoi il s'agissait fort probablement d'un spécimen d'Elpistostège. Et donc là a commencé la grande aventure d'Elpistostège. Donc, sa préparation, de retrouver aussi une pièce qui était dans les collections, la gestionnaire des collections, Joanne Kerr, parce que lorsqu'ils ont extrait le fossile de la falaise, puis finalement, c'était juste derrière le musée, tout près du musée, eh bien, il manquait un bout de la queue de ce fossile-là et Joanne Kerr s'est souvenu qu'elle avait déjà trouvé un fragment qui était en collection. Donc, c'était vraiment inouï de pouvoir retrouver un spécimen qui est en collection et là, de l'assembler avec le spécimen complet. Et là, un travail incroyable de préparation a commencé. C'est Jason Willett, qui est le préparateur au Parc national, qui a, de façon mécanique, parce que le fossile est encaissé dans de la roche, dans des sédiments qui sont indurés, et à partir de différents petits outils, entre autres des outils de dentiste avec un petit marteau à air comprimé, il va passer des centaines et des centaines d'heures pour enlever cette roche-là afin de dégager une partie du fossile. Et donc ça a été vraiment… Et c'est un fossile en 3 dimensions. Souvent, on imagine une empreinte, mais on a la bête au complet, la bête dans ces 3 dimensions. C'est tout à fait émouvant de la voir et on peut la voir effectivement. Donc, une fois qu'on a préparé le fossile, après ces centaines d'heures de préparation, on va essayer de regarder ce qu'il y a dedans parce qu'on a 3 dimensions. Et c'est là que ça commence à devenir très intéressant. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on voit dans Elpi? Dans Elpi,
le fossile lui-même, on le voyait en vue dorsale, donc on voyait son crâne. En gros, ça ressemble, l'Epistostège ressemble grossièrement à un crocodile. Ça, c'est pas du tout apparenté au crocodile. Donc, une tête un peu triangulaire avec un os qui est ornementé, un corps relativement allongé, des grandes nageoires, des écailles un peu rugueuses qui recouvrent son corps, mais on n'avait pas accès à l'anatomie à l'intérieur. Et donc, c'est là, avec mon assistante de recherche à l'époque, Isabelle Béchard, qu'on a décidé d'étudier le spécimen à l'aide d'un CT scan. Donc, le premier voyage d'Elpi, c'était de faire un petit tour à Québec, à l'INRS, pour faire un premier CT scan. Et là, c'est là qu'on s'est aperçu qu'effectivement, le spécimen pouvait être analysé à l'aide de cette technique-là. Normalement, c'est une technique médicale, c'est la tomodensitométrie axiale. Donc, c'est une technique avec des rayons X qui nous permet de voir à l'intérieur de la roche, mais aussi à l'intérieur des os. Donc, on a accès à toute l'information. La résolution que l'on avait avec ce CT scan-là n'était pas suffisante pour regarder des fins détails, mais il y avait une partie qui nous intéressait plus que toutes les autres, c'était la partie de la nageoire pectorale, c'est-à-dire les nageoires paires-avant, ce qui correspond aujourd'hui à nos bras. Et on s'était déjà aperçu qu'il y avait plusieurs os à l'intérieur, donc plus d'os que ce que Eusthenopteron avait. Et donc là, c'était déjà un point, il y avait une similitude beaucoup plus grande avec les premiers tétrapodes. Et donc là, on a décidé de faire un plus grand voyage, presque 4000 km en train pour Epistostège, pour se retrouver au Texas, à Austin, où il y a un laboratoire qui est spécialisé dans des CT scans à haute énergie. Donc, on peut aller chercher une précision encore plus grande. Et c'est là que commençait vraiment la grande aventure de la découverte de ce qu'il y avait dans l'Epistostège. Parce que pour le dire de façon simple, ce qu'on voit dans ses nageoires antérieures, donc comme dit ce qui serait nos bras bientôt, on voit une ossature qui préfigure au fond celle des pattes antérieures des tétrapodes et finalement de nous, Humérus, Radius, Cubitus. On voit même des proto-doigts, si je peux inventer le mot. C'est tout à fait la nouveauté évolutive que l'on voit dans les nageoires d'Epistostège. C'est-à-dire, de trouver un humérus, c'était normal, trouver le radius cubitus. On a retrouvé aussi les os du poignet, les métacarpes et aussi des phalanges. Donc, on a une organisation de petits éléments, de phalanges, au moins 2 doigts avec une double phalange et possiblement 3 autres doigts où on a seulement une phalange. Et donc là, c'est la première fois dans l'évolution que l'on peut observer une nageoire, mais à l'intérieur de cette nageoire-là, il y a des doigts. C'est extraordinaire. Donc, Elpi découvert en 2010, vous l'annoncez dans un congrès scientifique en 2013, et la publication, la grande publication dans Nature, c'est en 2020. Ça a pris beaucoup de temps, c'est normal? Oui, c'est normal, parce que bien que certaines parties du spécimen soient bien conservées ou en 3 dimensions, il faut quand même admettre que le spécimen est écrasé. Oui. Et donc, en gros, c'est un casse-tête en CT scan. Donc, et là, il a fallu extraire l'information de ces images virtuelles. Et là aussi, il y a un travail incroyable de préparation. Là, ce n'est pas une préparation mécanique comme le préparateur qui a enlevé les sédiments, mais là, c'est une préparation virtuelle en enlevant des pixels qui ne sont pas pertinents à l'anatomie. Et afin de valider ça, parce que l'interprétation d'un CT scan, eh bien, ça peut varier des fois en fonction des logiciels qui sont utilisés. Oui. Alors, j'ai eu une étudiante qui a fait sa maîtrise, Roxane Noël, qui a fait sa maîtrise sur l'extraction de ces informations-là pour les nageoires pectorales. Et aussi, j'ai commencé à collaborer avec une équipe en Australie, avec l'équipe de John Long, et principalement avec Alice Clement, qui, elle, est une spécialiste aussi de ces techniques-là de CT scan.
Donc, en utilisant différents logiciels, de façon totalement indépendante, on a regardé est-ce que l'interprétation que l'on fait des doigts, est-ce que c'est la même chose? Donc, c'est une validation en utilisant un logiciel différent, la même base de données, mais avec 2 observateurs pour être sûr que notre interprétation n'était pas biaisée. Exactement. Donc, un travail vraiment très, très méticuleux, très long, mais finalement, 7 ans de travail, c'est peu de choses par rapport à 380 millions d'années, il ne faut pas s'énerver. Tout à fait, tout à fait. Et je signalerai aussi pour le grand public qu'en 2020, vous avez aussi publié un article de plus grande vulgarisation dans Scientific American. Donc, c'est tout à fait intéressant. Alors, vous assistez, je rappelle, chers auditeurs, chers téléspectateurs ou chers télézoomers, vous assistez à la grande conférence des lauréats des prix d'excellence 2021 de l'Université du Québec. Je reçois Richard Cloutier, paléontologue, professeur au département de biologie, chimie, géographie à l'Université du Québec à Rimouski-Lucar. Vous pouvez lui poser vos questions en utilisant la fonction questions-réponses au bas de votre écran Zoom et on répondra à vos questions à la fin de l'entretien. Alors, Richard Cloutier, on va continuer avec, on a donc la bête merveilleuse, LP, importante. LP, au fond, raconte une partie de nos origines. C'est grâce à lui, d'ailleurs, que nous sommes en train de nous parler. Hein? Oui, tout à fait. C'est en quelque sorte notre arrière grand-père ou grand-mère, mais c'est à cette transition-là. Parce que, au fond, c'est à Miguacha et peut-être dans d'autres endroits comparables s'il y en a, que la vie animale va sortir de l'eau pour s'installer sur la terre ferme. Au fond, c'est ça, ce grand moment. C'est un des grands moments de l'évolution. Il y a certaines grandes étapes de l'évolution qui ont marqué l'histoire de la vie sur Terre. Donc, une histoire de la vie qui commence à près de 3 milliards d'années sur une Terre qui est un peu plus vieille, mais dans cette grande évolution-là, sur des milliards d'années, la sortie, donc l'origine des premiers tétrapodes, mais en même temps aussi ce qui implique que ces animaux-là vont passer du milieu aquatique au milieu terrestre. Il va y avoir la conquête du milieu terrestre. Et donc, c'est toute une série d'adaptations chez les vertébrés. Chez les invertébrés, on avait déjà eu cette conquête du milieu continental, chez des petits gastropodes, chez des plantes, mais ça prenait un environnement continental qui était permissif pour permettre cette sortie des eaux chez les vertébrés. Donc, mais pour pouvoir aller sur le milieu continental, sur la terre ferme, on a besoin d'une morphologie, d'une anatomie qui va nous permettre de sortir. C'est-à-dire avoir un moyen de respirer l'air ambiant, une façon de pouvoir supporter son corps avec une colonne vertébrale qui va être robuste, des nageoires, non plus des nageoires, mais des pattes, puisqu'on va se déplacer, on va marcher sur la terre ferme. Et donc, cette transition-là, on avait déjà quelques fossiles qui étaient près de la transition. Des poissons qui étaient encore vraiment des poissons, mais qui se rapprochaient des tétrapodes, et ensuite des tétrapodes qui étaient purement des tétrapodes où on n'avait pas de questions à se poser s'il s'agissait de tétrapodes ou non. On avait des pattes très robustes. Et Elpistostège se trouve vraiment à la limite entre les deux. Dans certains cas, on peut l'appeler, on pourrait le considérer comme le dernier des poissons, ou on peut le considérer comme le premier des tétrapodes. Et tout ça, ça relève d'une définition que l'on va faire de tétrapodes et une définition que l'on fait des doigts. Parce que dans notre article, on a dû redéfinir ce qu'était la structure d'un doigt. Donc, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc, et les tétrapodes, il y a certains paléontologues, certains biologistes évolutifs qui vont considérer que les tétrapodes sont les organismes qui possèdent des pattes. Mais une patte, c'est une structure qui est quand même assez, qui est mal définie. Donc, pour pouvoir bien définir c'est quoi un tétrapode, il y a certains chercheurs, entre autres un de nos co-auteurs de l'article de Nature, Mike Lee, qui, quelques années auparavant, avait défini un tétrapode comme étant tous les organismes qui possèdent des doigts comme on pourrait retrouver chez l'être humain. Donc, il fallait redéfinir le doigt. On s'est aperçu que chez Elpistostège, on avait les éléments qui correspondent aux éléments des doigts. Et donc, Elpistostège
techniquement, peut être considéré comme le premier tétrapode. C'est ça. Et on va faut se remettre un petit peu dans l'échelle du temps, hein. Les premiers vertébrés primitifs apparaissent à peu près il y a 530 millions d'années. Ça reste des animaux marins pendant beaucoup d'années. Il y a 400 millions d'années, tous les vertébrés sont encore des animaux marins, notamment des poissons. Vous dites c'est l'âge des poissons. Puis 365 millions d'années, les premiers tétrapodes galopent sur la terre ferme ou dans la boue. Oui. Ils ont des poumons. Donc, Miguacha, c'est exactement dans cette fenêtre de tir-là, de quelques millions d'années-là. C'est exactement cette période-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, ça nous donne une information sur l'anatomie de ces organismes-là, mais en même temps aussi sur l'environnement, puisque Miguacha, à l'époque, c'était un estuaire, donc un environnement intermédiaire entre l'eau douce et l'eau salée. On peut reconstituer son écologie aussi, puisque c'est un organisme de très grande taille, c'était fort probablement un prédateur. Là, on a des travaux pour étudier pas juste son anatomie, mais savoir sa locomotion. C'est avec une équipe de chercheurs à Paris, Jean-Sébastien Steyer et un chercheur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, Oka Ishpret, qui est un bioroboticien, et on va créer un robot, dans un premier temps, un robot virtuel, pour comprendre comment Elpistostège pouvait se déplacer dans l'environnement aquatique, mais potentiellement, est-ce qu'il pouvait aussi aller marcher sur la terre ferme? Donc, ce sera l'étude de l'origine, non pas juste des tétrapodes, mais de l'origine de la locomotion des tétrapodes sur la Terre. Donc, ce stage ouvre des possibilités incroyables en termes de recherche. Oui. Alors, c'est ça, parce que depuis des années, le grand défi de la paléontologie, c'est de savoir comment ça s'est fait, ce passage de l'eau à la terre ferme. Avoir des pattes, avoir des poumons, en gros, ça voulait dire ça. Il y a des espèces qui sont intermédiaires, donc il y avait plusieurs candidats aussi déjà, mais Elpi, est-ce que c'est lui le chaînon manquant? C'est difficile parce qu'un chaînon manquant, ben, en soi, il n'est plus manquant puisqu'il a été trouvé, oui. Mais un chaînon manquant, c'est de considérer que l'évolution serait exclusivement de façon linéaire. Donc, on pourrait être capable d'identifier exactement l'espèce qui est à l'origine de tous les tétrapodes. La seule chose, c'est que ce que l'on peut dire avec les analyses que l'on a effectuées, parce qu'on a réétudié l'arbre de la vie, mais pour cette période-là de l'histoire de l'évolution des vertébrés. Donc, en regardant plein de caractères anatomiques, en utilisant différentes méthodes statistiques, on a été capable de reconstituer les liens de parenté entre ces espèces-là. Il y avait d'autres candidats. Il y avait un candidat qu'on appelle Panderictis, qu'on trouve dans les pays baltes. Il y avait aussi un fossile qui est très connu, qui était Tiktaalik, qui vient de l'Arctique canadien. Et Tiktaalik était vraiment le candidat qui était tout près, qui était considéré comme étant proche des premiers tétrapodes. Mais Tiktaalik n'a pas encore ces éléments-là dans la nageoire. Donc, chez Tiktaalik, on a une nageoire, des os, mais pas encore les phalanges. Donc, Elpistostège est plus proche que ne l'est Tiktaalik des premiers tétrapodes où on a des doigts. Est-ce que c'est vraiment l'ancêtre? Ça devient difficile parce que même dans les espèces actuelles où on essaie de documenter l'origine d'une espèce, où est-ce qu'on a une spéciation, c'est très difficile, même en ayant accès à toute la panoplie des caractères, autant des caractères moléculaires que des caractères anatomiques, ça devient très difficile de parler de spéciation. Alors, lorsqu'on parle d'un phénomène qui s'est produit il y a 375 millions d'années, ça devient d'autant plus difficile. Donc, on sait que c'est l'espèce qui partage le plus de caractères en commun avec tous les tétrapodes, donc avec quelques 35 000 espèces de tétrapodes qui vivent aujourd'hui. De toutes les espèces que l'on connaît chez les fossiles, c'est l'espèce qui est la plus proche. Et potentiellement, c'est la première espèce de tétrapode.
Alors, vous m'avez vous avez cité tout à l'heure Olivier Maton, qui est paléontologue, qui travaille au centre, au parc national de Miguacha. Il m'avait dit un jour, Olivier Maton, LP, c'est une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la paléontologie. Est-ce que vous partagez son enthousiasme? Ah oui, totalement, totalement. Il y a comme ça des espèces fossiles qui sont emblématiques de la discipline. Archaeopteryx, cet oiseau intermédiaire, premier oiseau. On pourrait, chez des hominidés, Lucie est un fossile emblématique. Exactement. Mais Elpistostège, ce spécimen complet-là, est un fossile aussi emblématique de la discipline, selon moi. C'est parce que ça documente cette transition. Une grande découverte. Et ce qui est intéressant, bon, on a parlé tantôt du paléontologue suédois, M. Jarvik, qui a étudié pendant 50 ans Eusthenopteron fordi. Vous, ce que vous dites, c'est que LP, il y a encore des choses à découvrir avec sur LP. C'est pas fini. Je ne sais pas si vous allez travailler aussi longtemps que M. Jarvik sur LP, mais il y a encore du travail. Il y a encore énormément de travail. C'est sûr que je ne pourrais pas encore travailler 50 ans sur LP. Ça me rendrait un petit peu trop vieux. Mais sur Elpistostège, on a déjà encore plein d'avenues de recherche que l'on a déjà débutées. On travaille sur le crâne, entre autres avec l'équipe en Australie. On était capable de reconstituer le neurocrâne, c'est-à-dire les os qui viennent enfermer le cerveau. Et on est capable de reconstituer la forme du cerveau de cette espèce-là. Déjà là, ça, c'est quand même une réussite en termes de recherche, d'être capable de reconstituer un cerveau d'un animal, un cerveau qui n'est pas conservé, mais c'est par l'espace qui est libéré à l'intérieur du cerveau, du neurocrâne, on est capable de le reconstituer. Autre chose qu'on étudie, et là, c'est encore avec des gens en Australie, mais des chercheurs aussi en Suède, en utilisant des CT scans, pas un CT scan, pardon, mais un synchrotron, donc avec des accélérateurs de particules, on est capable d'aller chercher une information encore plus précise que ce que l'on a pu aller chercher comme information avec le CT scan à haute énergie. Donc, le CT scan à haute énergie va nous donner une précision de l'ordre d'à peu près, c'est déjà énorme, mais de l'ordre de 35 microns. C'est la plus petite unité que l'on peut avoir. Mais avec un synchrotron, on va aller chercher de l'ordre du micron. Et là, ce que l'on veut étudier à l'aide de cette technique-là, c'est de regarder dans son contenu stomacal. Puisque Elpistostège, avant de mourir, s'était nourri. Il avait pris un dernier repas. Il avait pris un dernier repas. Et dans ce contenu-là, on est capable d'identifier des fragments de son dernier repas, des petits fragments d'os, un petit fragment d'une écaille qu'on est capable d'identifier comme une écaille de célacanthe. Mais en même temps aussi, on peut identifier des grains de sable. Et ces grains de sable-là sont plus grossiers, sont émoussés. Donc, Elpistostège ne vivait pas nécessairement dans l'estuaire, mais il vivait beaucoup plus dans un environnement avec de l'eau douce, dans un environnement de rivière. Donc, ça vient ouvrir plein de perspectives sur quel est le type d'environnement dans lequel il vivait, où a pu peut-être se faire la transition entre les poissons et les tétrapodes. Est-ce que la sortie des eaux s'est faite en estuaire ou en milieu d'eau douce? Il y a toute une série de projets de recherche qui vont me dépasser aussi, parce que là, pour l'instant, on a des collaborations un peu partout à travers le monde, mais une fois que ce sera étudié, mais aussi on va aller avec les nouvelles technologies. Bon, je vous ai mentionné le synchrotron, mais il y a des CT scans à neutrons. Donc, au fur et à mesure qu'on a de nouvelles techniques, eh bien, on est capable d'approfondir les questions les plus précises que l'on peut poser sur Elpistostège. Et c'est comme ça que la science se fait. Richard Cloutier, on pourrait encore en parler pendant des heures et des heures, mais l'horloge tourne, bien sûr. Et on comprend pourquoi vous avez remporté ce prix réalisation en recherche et création de l'Université du Québec. On va passer aux questions des auditeurs, auditrices ou des personnes qui nous assistent. Mais juste avant de passer, moi, j'en ai une autre question.
J'ai dit qu'on pouvait voir Elpistostège à Miguacha au centre d'interprétation. Est-ce que cet été, on va le voir ou si vous l'aurez mis quelque part dans un CT scan où où on ne pourra pas le voir, est-ce qu'il va être encore là cet été, Elpis? Il va être encore là cet été et il y a du nouveau ici au Parc Oui. national de Miguacha. C'est à découvrir par tous les gens, tous les visiteurs qui vont pouvoir aller au musée, puisqu'il y a une salle qui est consacrée exclusivement à Elpistostège. Et là, maintenant, il va y avoir des modèles. Je ne veux pas voler les surprises, mais des choses très intéressantes qui ont été effectuées par rapport à la présentation en muséologie sur Elpistostège. Il y avait déjà une vidéo remarquable que j'ai vue à chaque fois que je suis passé là, qui était là, mais vous avez quelque chose de plus, une exposition, quelque chose comme ça de plus? Ouais, c'est ça. Oui, il va y avoir quelque chose de nouveau, je viens de recevoir aussi une subvention du gouvernement du Québec, des fonds de la recherche du Québec, c'est la subvention Dialogue. Et l'objectif de cette subvention-là, c'est de créer une micro-exposition qui va voyager dans les institutions muséales au Québec. Donc, je vais collaborer avec Joël Leblanc, qui est un communicateur scientifique bien connu au Québec. On connaît bien avec Québec Science, oui, oui. Exactement. Étudiant, hein? Oui, c'était mon premier étudiant en paléontologie qui lui-même avait travaillé sur, pas Elpistostège, mais sur Eusthenopteron. Donc, qui avait travaillé sur le prince de Miguacha. Et donc, avec Joël, on a cette exposition-là qu'on va créer. Et en même temps aussi, il va y avoir une composante pour les écoles. Donc, il va y avoir des capsules qui vont être mises à la disposition des écoles pour présenter. C'est qu'on va utiliser Elpistostège, bien sûr, pour parler de la transition, de l'origine des doigts, mais en même temps aussi parler de la démarche scientifique, de parler de la validité des informations, comment se fait la science dans un laboratoire. Donc, de façon périodique, sur un site web, je vais mettre des petites capsules pour montrer la progression des différents travaux de recherche. Et en même temps, parler d'évolution. Donc, ça va être d'ici 1 an et demi à peu près, l'exposition va commencer à voyager dans plein d'institutions à travers le Québec, Biodôme, Musée du Saguenay. Donc, Richard, ça veut dire, Richard Cloutier, que si vous n'allez pas à Miguacha, Miguacha ira à vous. Mais je répète, c'est toujours bien plus intéressant d'aller à Miguacha. Faites-en, je le dis à tout le monde, faites-en une de vos escales, une de vos destinations de voyage, parce que vous avez Miguacha, puis en prime, vous avez la Gaspésie, c'est quand même pas mal. Alors, on va passer, Richard Cloutier, on va passer aux questions de l'auditoire. Je regarde ce qu'on a ici. Céline Poncelin de Raucourt, elle pose une question. Alors, essayez d'y répondre assez rapidement. Qu'est-ce qui a amené les poissons à sortir de leur environnement aquatique? Au fond, ils étaient très bien, là. Il était très bien. C'est une excellente question parce que même en paléontologie, on se pose la même question. À cette époque-là, il n'y a pas encore beaucoup de nourriture sur la terre ferme. Il y a des arthropodes, des scorpions, des mille-pattes. Donc, il y a une possibilité de ressources alimentaires supplémentaires, mais il y a déjà beaucoup de poissons dans les ruisseaux, dans les estuaires. Donc, c'est un peu particulier que des organismes aient décidé d'aller sur la terre ferme. Certains suggèrent que la qualité ou la quantité d'oxygène dans l'eau, parce qu'on a de l'eau qui va être oxygénée, mais au cours de l'évolution, il y a eu des périodes où le taux d'oxygène dans l'eau a baissé et donc on a eu une eau qui était moins propice. Et c'est ce qui aurait probablement aidé à ces organismes-là qui avaient la capacité de pouvoir aller à l'extérieur de l'eau, d'aller sur la terre ferme. Mais dans un premier temps, les premiers tétrapodes ne vivaient pas complètement sur la terre ferme. Les premiers tétrapodes étaient encore des animaux aquatiques se déplaçant dans des marécages, dans des zones marécageuses et pouvaient occasionnellement aller chercher la nourriture qui était sur la terre ferme. Et il faut toujours se rappeler quand même que ce n'est pas du jour au lendemain que le poisson sort de l'eau. Ça s'est fait sur plusieurs millions d'années, non? Entre l'origine des tétrapodes, donc à peu près si Elpistostège étant le premier tétrapode, donc à 375 millions d'années, ça a pris environ 20 millions d'années
pour qu'on ait des tétrapodes qui soient entièrement terrestres. Donc, mais encore là, les tétrapodes, même s'ils sont terrestres, ils vont toujours avoir besoin d'un retour au milieu aquatique, entre autres pour la reproduction à cause du type d'œufs qu'ils vont pondre. Mais ces animaux-là vont être de plus en plus indépendants du milieu aquatique. Donc, effectivement, ce n'est pas une décision qui s'est prise, ce n'est pas sur un coup de tête qui sont non, non, tout à fait. Puis même l'origine des tétrapodes, ce qu'on appelle la terrestrialisation, comment les animaux se sont adaptés pour se préparer à la sortie des eaux, ça s'est fait sur des dizaines de millions d'années. C'est l'accumulation lente de petites modifications qui a permis ces changements-là. Oui. On continue les questions. Une question de Gilles Giguère. Chez LP, est-ce qu'on peut dire que la longueur des nageoires pourrait commencer à ressembler à un bras, indépendamment de la structure de la nageoire? Les nageoires d'Elpie sont beaucoup plus petites, toutes proportions gardées. Un bras, bon, si on compare avec nous, c'est évident que la taille est beaucoup plus restreinte chez un Elpistostège. C'est un peu à ce que l'on retrouve chez les premiers tétrapodes. Donc, même chez les premiers tétrapodes, on va avoir quand même des pattes avant et des pattes arrière qui sont toutes proportions gardées, un peu plus grandes que ce que l'on a chez Elpistostège. Mais déjà chez Elpistostège, les nageoires paires avant sont plus longues que les nageoires paires arrière. Et là, j'en avais pas parlé encore, mais les nageoires paires arrière, on n'a pas de doigts encore qui sont formés dans les membres postérieurs. Donc, on a les doigts qui sont formés là. Prochaine étape dans l'évolution, ça va être les doigts au niveau des nageoires pelviennes. Ces membres-là vont s'allonger pour finalement aider à une locomotion qui est vraiment une marche. Qui ressemble à la marche, effectivement, plutôt qu'à la nage. Ouais. Dominique Laugier nous écrit « C'est impressionnant tout ce qu'on peut observer avec les outils technologiques actuels. » Vous en avez parlé. Hein. Bon, on va revenir un peu à cette question, mais quelles sont les prochaines avenues de recherche qui pourraient être exploitées dans l'avenir avec justement ce genre de technologie-là? On va chercher des informations très précises. On parle ne serait-ce que pour l'observation, de différentes techniques. Au début, c'était simplement un microscope, puis maintenant, on utilise des CT scans à haute énergie, les CT scans avec neutrons, les synchrotrons. Et là, on peut aller chercher une information qui est de l'ordre presque cellulaire. Là, je vois que parmi les participants, j'ai un collaborateur qui est en Europe, Jorge Mondejar. Avec ce chercheur-là, on va travailler éventuellement sur les écailles d'Elpistostège. Et là, on va pouvoir aller rechercher des structures, non pas juste la forme de l'écaille, mais quelles étaient les composantes histologiques, quels étaient les tissus qui composaient ces écailles-là ou les dents. Donc, on va pouvoir répondre à des questions beaucoup plus précises que juste la forme générale. Et là, c'est ce que l'on peut espérer répondre en termes de questions ou se poser comme question avec les technologies que l'on connaît aujourd'hui ou celles qu'on prévoit d'ici quelques années. Mais dans 10 ans ou dans 20 ans, ces technologies-là vont encore dépasser de beaucoup les capacités de ce que l'on peut faire aujourd'hui et on va certainement pouvoir aller chercher d'autres informations encore plus précises. C'est fascinant comme cette science de fossiles qui ont des millions, des centaines de millions d'années est modifiée par les découvertes les plus récentes, des technologies les plus récentes. Une autre question, Marie-Claude Dudon, avec votre expérience, avec votre connaissance du site de Miguasha, diriez-vous que ce lieu pourrait révéler d'autres trésors? Là, c'est vraiment la boule de cristal du chercheur. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais on vous pose la question. Diriez-vous que ce lieu pourrait révéler d'autres trésors et découvertes fabuleuses comme la vôtre dans les prochaines années, les prochaines décennies? Boule de cristal. J'espère que j'espère qu'on va pouvoir faire encore de nouvelles découvertes. D'une part, parce qu'il y a une équipe qui est sur place, qui assure que les fossiles qui s'y trouvent soient ramassés, soient mis en collection, soient étudiés.
c'est sûr que l'aspect elpistostage m'intéresse toujours. Il y a de nouveaux sites. Il y a un nouveau site avec l'Université du Québec à Rimouski qu'on s'est porté acquéreur il y a quelques années. C'est un site qui n'est pas directement à Miguacha. Et on aurait l'intention de pouvoir exploiter dans le sens de creuser, puis aller chercher, puis retrouver des fossiles, et à souhaiter que ce site-là puisse peut-être nous donner une information différente, entre autres sur Elpistostage, ou peut-être sur d'autres espèces. On sait que c'est des roches qui appartiennent à la formation des Scunac, parce qu'on a déjà de bonnes indications à ce sujet-là. Mais l'environnement que l'on peut reconnaître à partir des sédiments nous dit qu'il y a aussi des différences. Donc, potentiellement, on pourrait peut-être retrouver d'autres espèces. C'est sûr qu'un site qui est exploité, disons, connu depuis 1842, exploité presque, pas à chaque année, mais presque depuis 1880, on a déjà une bonne idée de la diversité des poissons qui existent là-bas. Mais encore là, on découvre des nouvelles choses. L'an dernier, on a publié sur un fossile qui ressemble à une méduse, un cténophore. C'est un organisme qui est à corps mou, qui normalement ne devrait pas se fossiliser, mais qui a été fossilisé. Donc, il y a encore de nouvelles découvertes à Miguacha. Puis à souhaiter qu'il y ait d'autres spécimens d'Elpistostage, ou ce qui serait encore génial, ce serait de trouver un jeune Elpistostage. Ça, ce serait le bonheur. On est dans les rêves parce que vous avez un vieux Elpistostage, c'est ça? Oui, à 1,56 m, c'est vraiment un spécimen âgé. Ben, oui. Outre le fait du 375 millions d'années, c'est un spécimen qui avait plusieurs dizaines d'années d'âge. Donc, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a raison de parler d'Elpi comme étant le roi de Miguacha. Mais Richard Cloutier, je vous remercie beaucoup de ce voyage dans le temps et aussi dans nos origines. C'est la fin donc maintenant de cette 5e grande conférence des lauréats des prix d'excellence de l'Université du Québec. Donc, je rappelle que vous êtes le lauréat 2021 du prix Réalisation en recherche et création. Vous vous appelez Richard Cloutier, vous êtes paléontologue, professeur au département de biologie, chimie, géographie de l'Université du Québec à Rimouski, l'UQAR. Merci beaucoup, Richard Cloutier, de nous avoir donné cette interview. Merci aussi aux personnes qui étaient en ligne. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Au revoir, à la prochaine. Merci, au revoir.